Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Notre Histoire en tête, la série de la Société historique de Montréal, où on prend le temps de revisiter notre passé, une histoire à la fois. Je m'appelle Mathieu Trépanier et j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau un collègue et ami de l'émission, l'historien Laurent Busseau, qui revient encore une fois aujourd'hui nous partager en fait ses découvertes glanées au fil de ses recherches et de ses mandats. Bonjour Laurent et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci Mathieu, puis merci encore pour votre invitation. Et évidemment, une salutation à notre cher public, nos auditrices et nos auditeurs. Installez-vous, laissez-vous porter, on va passer un bon moment ensemble. Donc, pour celles et ceux, Laurent, qui te découvrent aujourd'hui, rappelons que tu es historien indépendant, actif depuis plus d'une décennie maintenant sous l'étiquette Historien sans frontières. Tu as publié plusieurs travaux sur des sujets variés qui touchent souvent à l'histoire canadienne et aux relations historiques entre la France et le Québec. Et je suis content que tu sois là aujourd'hui, Laurent, parce que notre épisode d'aujourd'hui, en fait, rebondit sur ta dernière publication, qui est un article paru donc dans le numéro 7, donc de novembre 2025 de la Revue d'histoire de la Nouvelle-France, dans lequel, en fait, tu explores un dossier, une affaire assez étonnante, une affaire de droit de succession en Nouvelle-France. Alors là, tu me diras rien de spécial, hein, des successions en Nouvelle-France, sauf que dans ce cas-là, c'est ce qui est étonnant, ça implique des jeunes femmes canadiennes, mais captives, adoptées et parfois mariées en Iroquoisie. Donc, c'est un sujet, en fait, c'est assez intriguant. Je pense qu'on n'a jamais abordé ce sujet-là dans l'émission. C'est à la croisée, si tu veux, on pourrait dire, tu me corrigeras si je me trompe, Laurent, mais du juridique, du social et de l'humain, évidemment, et ça ouvre une fenêtre, en fait, très particulière sur l'histoire des relations franco-iroquoiennes à l'époque de la Nouvelle-France. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un sujet très fascinant. Et là encore, le hasard fait bien les choses. Parce que c'est effectivement l'histoire de jeunes fillettes canadiennes. Alors, on va se replonger dans la fin du XVIIe siècle. Et c'est des jeunes filles qui ont été capturées durant des raids iroquois. Alors, le fameux raid de la Chine. Alors, je n'ose pas dire le mot massacre parce qu'il est péjoratif, puis un peu excessif, mais raid meurtrier ou raid des Iroquois. Alors, on verra ensemble aussi qu'il y a non seulement la Chine, donc on parle de 1689, mais il y a aussi celui qui était oublié un petit peu dans l'historiographie de Lachenay, où j'ai travaillé d'ailleurs pour la Société historique et du patrimoine de Terrebonne. Je les salue au passage, donc je salue le PHT. C'est ce qui m'a permis de trouver cet angle de l'histoire de la Nouvelle-France durant les guerres franco-iroquoiennes. La période 1684 à 1701, c'est la Grande Paix de Montréal du 4 août 1701, on va revenir. Et en fait, j'ai découvert par hasard dans des documents juridiques que des jeunes enfants captifs qui avaient été pris à l'âge, on va dire, à moins de 14 ans, donc surtout dans l'âge de 5 à 10 ans, eh bien, au lendemain de la Grande Paix, où on négocie le retour des prisonniers de chaque camp, il s'avère qu'il y a une problématique qui va naître en Nouvelle-France parce que certains de ces enfants qui ont grandi, donc on est quelques années plus tard, eh bien, décident de rester en Iroquoisie au sein de leur famille d'adoption. Ah oui. Et ça, c'est pour moi, en tout cas, quelque chose qui était très, très nouveau parce que ça met aussi une autre problématique du droit de succession dans des cas assez exceptionnels où les parents vont mourir, une parenté. Et là, notamment dans un cas très, très précis qui était celui de la jeune Jeanne Garnier qui habitait Lachenay, justement, Terrebonne, capturée à l'âge de 6 ans en 1689 durant le raid contre Lachenay et qui, en 1606, donc 17 ans plus tard, est déclarée mariée à la façon des sauvages. Et on veut absolument ne pas l'exclure de ce droit de succession. Ah oui. Donc, c'est fabuleux parce que les absents sont présents encore, donc ils ne le sont plus physiquement, mais moralement, pour la juridiction et les actes notariés, ils sont encore présents dans la mesure où ils ne sont pas morts officiellement. Donc, les jeunes enfants kidnappés de la Nouvelle-France qui ont été emmenés en Iroquoisie et qui sont restés en Iroquoisie adoptés au sein des familles qui se sont adaptées, on va le voir plus tard, eh bien, par eux-mêmes décident de ne pas revenir.
mais en même temps, ils sont toujours vivants. Ouais. Et ce qui est intéressant dans l'acte juridique que j'ai trouvé, c'est que justement, c'est écrit noir sur blanc. Ouais. Ils C'est-à-dire veulent pas que, revenir. voilà. Et c'est ça qui était intéressant, surtout dans le cas de jeunes filles. Ah oui. Ben, justement, on va entrer dans le vif du sujet, mais juste avant, Laurent, en fait, une petite précision au sujet des termes qu'on va utiliser dans cette émission. Je m'adresse surtout aux gens qui nous écoutent. Donc, les termes comme sauvage ou iroquois que vous allez peut-être entendre au cours de l'émission, évidemment, proviennent d'une autre époque. C'est des termes qui sont très chargés en imagerie et symbolisme colonial et qui reflètent évidemment plus du tout le vocabulaire utilisé aujourd'hui. Donc, dans l'émission, on va privilégier les termes plus actuels. Haudenosaunee, Iroquois, Iroquoien. Lorsqu'on cite les anciens mots, ça va être vraiment uniquement dans le but de restituer fidèlement les sources historiques dans un but donc d'éducation, disons-nous. Donc, Laurent, une fois que vu que ça a été dit, Laurent, j'aimerais savoir, donc tu l'as mentionné légèrement, mais est-ce que tu pourrais élaborer sur ce qui t'a mis sur la piste de ces histoires de captivité, de non-retour et des successions problématiques dans justement en Nouvelle-France? Tu mentionnais donc Lachenay et Terrebonne en particulier. Oui, en fait, c'est parti du fait qu'il y a eu le fameux raid de Lachenay qui s'est déroulé le 13 novembre 1689. D'ailleurs, le 13 novembre est une date récurrente pour des raids meurtriers. Hein. Malheureusement, je ne ferai pas d'apologie, mais il y a celui de Paris qu'on a dernièrement souligné. Oui, on enregistre cette émission un 13 novembre. Et en fait, c'est que j'avais un mandat de recherche. On en a déjà parlé d'ailleurs pour le thème des dames doreuses et la dorure. C'est vrai. Et en repassant à travers des documents on avait déjà écrit sur le massacre de Lachenay, mais pour les livres locaux. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur un extrait d'un document juridique de droit de succession qui concernait justement une famille de Lachenay. Et c'est là où j'ai eu la surprise de découvrir que dans le vocabulaire, on indiquait que Jeanne Garnier, donc qui avait été enlevée à 6 ans, eh bien le document qui datait du mois de juin 1706 indiquait la problématique qu'elle était survivante et qu'elle avait donc ce droit d'accès moral à la succession de ses parents. Et dans le document, il y avait une petite mention, on l'a supposé, parce qu'en fait tout est encore en guillemets, mais selon certains témoins de l'époque, on disait qu'elle était survivante et mariée à la sauvage, entre guillemets, en Iroquoisie. Et là, j'ai eu un questionnement, mariée à la sauvage, bon, c'est déjà quelque chose. Mais là, on parle d'une jeune Canadienne. Donc, en fait, on va utiliser des anciens termes, femme blanche, qui apparemment donc est en Iroquoisie depuis plusieurs années. On se doute, enfin, on met en avant qu'elle est potentiellement vivante et qu'elle s'est mariée. Et donc, elle aurait fondé une famille, elle s'est installée et elle ne revient pas, en fait. Enfin, disons que dans le document, il est indiqué, on sous-entend que son retour n'est pas encore prévu, mais étant donné qu'elle est vivante, selon l'acte juridique, elle a un droit de regard sur la succession. Et justement, je voudrais faire un petit pas de recul, Laurent, pour bien situer nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le contexte historique? En fait, comment est-ce qu'on en arrive en Nouvelle-France, au Canada, à cette période de tension, de raid et de captivité qui encadre un peu l'histoire de Jeanne Garnier? Alors, en fait, je vais faire très, très court. Nos auditeurs et auditrices, je ne vais pas refaire l'histoire de la Nouvelle-France, mais c'était quand même un projet colonial et impérial qui venait de la France. Puis au tournant de 1664-65, c'est une compagnie privée qui est la Compagnie des Cent qui gère cette colonie. Et là, l'autorité royale reprend le contrôle et c'est devenu la colonie, la Nouvelle-France, qui est gérée donc par l'État royal. Et en 1667, Louis XIV va envoyer les filles du roi, va envoyer les chevaux qui vont créer la race canadienne et surtout ce fameux régiment Carignan-Salière, alors qui est à la base militaire qui va rentrer dans le conflit contre les différentes nations iroquoises pour bien installer l'autorité royale et l'autorité coloniale française.
Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que la colonisation telle qu'on la connaît au niveau agricole, terrestre, et puis même d'ailleurs aussi on parle pour les colons, les différentes seigneuries qui vont se créer, à partir d'ailleurs de ces différents soldats ou officiers qui viennent de ces régiments, vont s'installer. Et ce développement économique, militaire, politique de la Nouvelle-France va amener 20 ans plus tard, au tournant des années 1684, un nouveau conflit où les différentes nations iroquoises, notamment, alors iroquoiennes, notamment celles qu'on nomme Onondaga, vont principalement s'opposer d'un point de vue commercial, économique et militaire au réseau de distribution et de la traite de la fourrure, notamment autour des Grands Lacs. Et ce conflit, qui était un conflit larvé entre les Iroquois et les marchands de Montréal et donc la colonie française, de Nouvelle-France, va se cristalliser autour de 1684-85 en véritable conflit armé. Et c'est là où les premiers raids vont arriver contre la Nouvelle-France. D'ailleurs, à peu près... je vais soumettre une petite réflexion parce que c'est une période aussi où les nations iroquoiennes sont soutenues par les colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre, donc armées, soutenues militairement, économiquement. D'ailleurs, la France et l'Angleterre, il va y avoir la guerre de la Ligue des Augsbourg qui va apparaître en Europe et qui va avoir une conséquence ici à partir de 1688. Donc, les aides hollandaises et anglaises pour les Iroquois vont augmenter. Mais les Iroquois, les nations iroquoiennes des Haudenosaunee, il faut bien comprendre qu'ils se placent aussi comme une position de puissance économique. Et c'est eux qui vont être à l'origine du déclenchement de la guerre. C'est-à-dire qu'ils voient un affaiblissement de la Nouvelle-France par rapport à des alliés autochtones, notamment dans l'Illinois et autour des Grands Lacs. Et les Iroquois veulent profiter, les Iroquoiens veulent profiter de cette situation pour prendre le contrôle de cette traite de la fourrure, parce qu'eux, ils négocient directement avec les marchands anglais et hollandais. Et là, vous avez les jésuites, notamment Jean de Lamberville, qui était missionnaire chez les Onondaga, qui rapporte dans un document vers le gouverneur de la Nouvelle-France, qui était de la Barre, les François, alors on parle dans la langue de l'époque, c'est un des chefs Onondaga qui fait cette réflexion et qui est rapporté. Les François ont bien envie d'être dépouillés, brûlés et mangés. Nous verrons si leur chair est salée, vaut bien celle de nos ennemis que nous mangeons dans la chaudière de guerre pour le savoir. Ah oui. Ça montre bien l'état d'esprit guerrier qui est à ce moment-là. Oui, et c'est une guerre de survie, parce qu'il faut comprendre, contrairement à ce qu'on pouvait sans doute écrire il y a encore quelques décennies, les nations iroquoiennes ne sont pas assoiffées de sang et ne sont pas des meurtriers dans l'âme. Il y a un objectif derrière, et cette guerre entre la colonie Nouvelle-France et les nations iroquoiennes commence avant celles qui sont en Europe. Dès 1685, on commence à se rentrer dedans, et cette guerre-là va prendre fin avec la Grande Paix de 1701, donc où plusieurs nations autochtones vont venir à Montréal pour signer la fameuse paix sous l'égide du gouverneur de Calière. Donc, il y a plusieurs raids meurtriers, en fait, juste avant la Grande Paix de 1701 de Montréal, qui sont menés, donc, comme tu l'as dit, contre les villages canadiens, dont je pense le plus connu est celui de la Chine en août 1689. Je ferai juste une petite parenthèse, Laurent, pour rappeler rapidement cet événement-là, le raid de la Chine, ou qu'on a appelé dans une historiographie peut-être un peu plus ancienne, le massacre de la Chine, qui est survenu en août 1689. En fait, c'est pour l'histoire, c'était un raid surprise qui était mené à l'aube par des guerriers iroquoiens et qui détruisent en fait une grande partie du village de la Chine. Et donc, il y a plusieurs colons, donc plusieurs Canadiens qui sont tués. Beaucoup sont capturés aussi. On parle d'environ, on ne le saura jamais exactement, mais peut-être une soixantaine. L'attaque provoque, en fait, elle est restée dans l'histoire parce qu'elle avait provoqué une onde de choc très importante dans l'opinion publique, si on peut parler d'opinion publique en Nouvelle-France à cette époque-là. Mais dans la population canadienne, ouais, une onde de choc est assez importante. La population de Montréal est terrorisée. Les autorités coloniales sont déstabilisées suite au raid de la Chine. Et pendant des années,
la région va vivre dans la crainte de nouveaux raids. C'était un traumatisme majeur pour la colonie qui était, plus tout à fait jeune, mais pas extrêmement mature non plus. Et c'est un moment charnière, en fait, où il va y avoir, à partir de là, une escalade de conflits. Mais voilà, fin de la parenthèse sur le raid ou le massacre de la Chine. Revenons à Lachenay, Laurent. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les circonstances tu l'as mentionné en début d'émission, la tragédie du 13 novembre 1689. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans ce village de Lachenay qui s'est retrouvé donc justement au cœur d'un de ces épisodes les plus violents des guerres franco-iroquoiennes? En fait, Lachenay, c'est la continuité de la Chine. En fait, enhardis par leur succès meurtrier du 5 août 1689 à la Chine, on a environ 150 guerriers des nations Onondaga et Oneyout qui vont attaquer Lachenay. Et là, c'est ça qui est assez surprenant, parce qu'ils vont attaquer de nuit, ça, ils ont l'habitude. On parle du 13 novembre 1689. On pourrait presque faire un rapport par rapport à aujourd'hui, parce qu'il y a une tempête de neige qui s'abat sur la région de Montréal. Et en fait, les Iroquois, qui sont déjà sur place, vont profiter de ce blizzard, de la poudrerie, pour surprendre les habitants de Lachenay qui sont endormis. Ouais. Parce qu'il faut savoir que dès 1686, la Nouvelle-France est quand même sur le qui-vive, et puis la Chine est connu, ça s'est passé durant l'été. Là, on n'est déjà pas encore en hiver, que c'est véritablement le village au complet qui est attaqué, incendié, comme à la Chine. Et là, vous avez un tiers de la population. Il y avait à peu près 90 habitants à Lachenay, qui était pour l'époque quand même considérable. Et bien, vous en avez un tiers qui va mourir, et puis un autre tiers qui va être emmené prisonniers en otage. Et notamment, c'est là où on va retrouver plusieurs jeunes enfants, dont Jeanne Garnier, qui a 6 ans, et qui est accompagnée de son père, Julien Garnier, qui est lui-même emmené en Iroquoisie comme prisonnier. Ah oui. Alors, plusieurs prisonniers vont mourir en route, soit d'épuisement, parce que quand même, faut regarder sur une carte qu'on part de Lachenay et on va carrément vers l'Ontario, parce que l'Iroquoisie se trouve en c'est Ontario. grand, l'Iroquoisie. C'est fait quand même pas mal de marches de jour dans un climat hivernal. Donc, en fait, les routes sont des sentiers à Parmont et Parvaux. Puis, il y a aussi cette réalité qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Iroquois font subir à leurs prisonniers en route à plusieurs des sévices dont beaucoup vont mourir. Ceux qui vont survivre vont être intégrés comme esclaves, ou justement, alors inversement pour les enfants, on le verra un petit peu plus tard, vont être complètement adoptés par les nations qui les ont capturés. Je voudrais qu'on s'attarde un peu, Laurent, sur... justement, pour bien comprendre ces événements, la question de la violence m'intrigue. J'aimerais savoir, est-ce qu'on sait pourquoi les Iroquoiens qui ont attaqué Lachenay et la Chine ont fait preuve comme ça d'une violence, on pourrait dire c'est très brutal comme événement. C'est quoi la logique ou l'objectif derrière ça, si on replace le tout dans le contexte de l'époque-là, en mettant de côté nos perceptions actuelles? En fait, tu as raison de poser la question, parce qu'il faut bien comprendre que dans le contexte de l'époque, en fait, les tueries qui se sont déroulées à Lachenay et à la Chine en 1689, et puis même un peu plus tard, c'est pas des actes sanguinaires gratuits. Non. Il faut replacer ça dans une stratégie de terreur totale, cherchant à détruire des réseaux de la traite de la fourrure. Parce que il faut observer que la Chine et Lachenay, eh bien, ces deux passages importants, ces deux endroits de la traite de la fourrure du castor, Lachenay au nord, qui est sur les Mille-Îles et qui va en direction de Trois-Rivières et qui fait partie de ce premier réseau qui est sur le nord, et puis la Chine qui, elle, descend sur le sud et rattrape un petit peu par les Outaouais, un peu plus loin, les Grands Lacs. Donc la Chine et Lachenay, ce sont deux axes de communication du commerce de la fourrure que les Iroquois, par rapport à la Nouvelle-France, veulent absolument asphyxier. C'est aussi dans la culture guerrière, c'est même d'ailleurs dans la culture de chasse où on va tuer le maximum d'ennemis. Et puis, on va quand même aussi faire ce qu'on va appeler la guerre de la capture, c'est-à-dire qu'on va ramener des prisonniers dans le but, de pouvoir, et on va le voir notamment chez les Oneyout un peu plus tard, surtout pour les jeunes enfants et les femmes, de les intégrer pour assurer une démographie stable. Ah oui, d'accord.
Petite chose aussi, c'est que il faut pas oublier que dans ce conflit militaire entre la France et l'Iroquoisie, puis je mettrai de côté l'aide coloniale anglaise qui est présente, mais c'est que les Iroquois, on connaisse la puissance militaire de la France, mais on est rentré dans une période où justement elle s'est affaiblie. Parce que les alliances que la Nouvelle-France, notamment par des erreurs des gouverneurs, notamment le gouverneur de la Barre, et puis aussi de certains marchands canadiens, vont affaiblir ces alliances, ces jeux d'alliance avec les Ottawa, avec les Illinois. Enfin, il y a tout un ensemble de jeux. Je ne suis pas le grand spécialiste, mais l'Iroquoisie veut profiter d'une faiblesse militaire et économique de la Nouvelle-France. Et puis, évidemment, ils sont poussés un petit peu aussi par les colonies anglo-hollandaises qui veulent vraiment prendre le marché de la fourrure. Donc, il ne faut pas oublier que ces guerres-là ont un contexte économique important. Ouais. C'est un contexte de survie pour les Iroquois, c'est un contexte de survie pour la Nouvelle-France, puis c'est un contexte économique de gratification, de faire de l'argent du côté anglo-hollandais. J'aimerais qu'on aborde maintenant plus spécifiquement la question de la captivité et en particulier des enfants. Donc, pour revenir sur Jeanne Garnier, j'aimerais savoir, donc, évidemment, j'imagine que la réduction en esclavage, qui était un esclavage de captivité en réalité, concernait, tu l'as dit, évidemment, les adultes. Bon, le traitement réservé aux adultes canadiens était extrêmement brutal. Mais j'imagine que pour les enfants, pour adopter des enfants qui prennent le pli de la société iroquoienne, le traitement devait être beaucoup moins dur. En fait, la captivité, surtout pour les femmes et donc les jeunes enfants qui étaient ramenés au sein des villages, il y avait une redistribution au sein de différentes familles claniques qui avaient un besoin de combler un vide. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans la culture iroquoienne, l'adoption, c'est pour combler un manque quand il y a eu un décès ou plusieurs décès. Ah, d'accord. Okay. Et déjà aussi, les sachem, les conseillers iroquois, et surtout aussi les mères et les grands-mères des claniques, parce que c'est un système matrilinéaire, ont compris que les décès, et les maladies aussi sont assez importantes. La dénatalité, il faut combler ce vide. Alors, les Iroquois le faisaient d'abord entre différentes nations, puis l'avaient élargi aux autres nations de culture algonquienne. Mais là, face à la Nouvelle-France, ils décident de faire un sang neuf. Oui. Et puis, à travers ces jeunes enfants, en fait, ils vont les acculturer, les intégrer, et puis, donc, ils vont les adopter, et c'est une assimilation culturelle qui va se faire. D'accord. Et donc, ça représente un groupe important, la captivité des femmes et des enfants issus de la Nouvelle-France? En fait, je n'ai pas trouvé de chiffres précis, mais je vais donner juste un exemple pour la chenille. Ça représente quand même une dizaine de captifs, majoritairement de moins de 16 ans, je dirais même de moins de 15 ans. Alors, filles, garçons confondus. Et cet enlèvement de quelques fillettes, on le verra aussi pour la Chine un peu plus tard. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a comme un vide historique. C'est-à-dire que c'est à travers les documents de succession qu'on retrouve, qui ressurgissent quelques années plus tard, cette présence. Ah oui. Parce que chez les Haudenosaunee, les Iroquoiens, c'est l'idée du remplacement qui est important. Et pour combler ces vides, il y a aussi toute une forme de rituel. Et ce qui est très intéressant, on le verra ensemble, notamment je prends toujours Jacques Garnier comme exemple, parce que ces enfants-là ont eu un choc émotionnel. Ils ont vécu un choc important lors du raid meurtrier. Ils ont vu souvent leurs propres parents mourir. Ils ont vu aussi des scènes d'horreur, parce que les tortures ont été faites quand même. Et puis simplement aussi le fait de mourir durant les marches, ça aide pas. Et ces enfants-là vont aussi développer, aujourd'hui on pourrait appeler ça le syndrome de Stockholm, mais ils vont eux-mêmes, pour survivre, c'est de la résilience, s'adapter le plus vite possible pour survivre. Quel âge avait Jeanne Garnier quand elle a été capturée? Écoute, elle était très jeune, elle avait 6 ans. Et notamment, beaucoup d'enfants vont se trouver à peu près dans ces âges-là. C'est eux, d'ailleurs, qui vont être plus facilement assimilés
parce qu'évidemment, ils sont très, très jeunes. Et puis, le temps qu'ils vont rester en Iroquoisie, ils vont perdre leur valeur française ou canadienne. Et puis, de peu à peu, ils vont s'intégrer à la vie sociale iroquoienne. Et tu parlais tout à l'heure, il y a un terme qui m'a intrigué, c'est la guerre de capture. Tu as utilisé parce que les pertes humaines sont importantes, donc il faut combler la perte humaine. Là, il y a des enfants, mais est-ce qu'il y a des exemples peut-être de personnalités, par exemple, qui auraient subi ça? Oui, en fait, c'est inversement, tu vois. C'est surtout par les hommes canadiens. Je prends notamment alors Charles Lemoine, père, son fils Paul Lemoine de Maricourt, par exemple. Il y a Jonquière, en fait, qui sont des exemples de Canadiens qui ont été capturés, qui ont même subi des sévices, mais qui se sont intégrés, qui ont été assimilés. Ah oui. Charles Lemoine, par exemple, il était chez les Onondaga, et en fait, son nom iroquoien était Akwesasant, et qui veut dire perdrix. Ah oui. Et perdrix, en fait, c'est un petit animal volatile, mais c'est surtout quelque chose qui est très furtif, qui court très vite. Ah oui. Et dans la culture iroquoienne, et on trouve ça aussi chez les Wendat-Hurons, c'est que l'art de la guerre, c'est de savoir courir. Ah, d'accord. Ce n'est pas celui qui va avoir des gros bras comme Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui a des bonnes jambes. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit coureur de bois, c'est une guerre de course, parce que c'est la guerre à l'autochtone, d'arbre en arbre, où on ne se met pas en avant comme les bonnes vieilles techniques de troupes européennes. Et Charles Lemoine avait une aura, d'ailleurs, dans ces nations iroquoiennes, à tel point qu'il va la transmettre, une espèce de lignage indirect à ses fils. Ah oui. Et Akwesasant va être le terme générique pour les Lemoines. Ah, d'accord. Donc, la perdrix, c'est l'animal qui se cache, qui va très très vite, qui est très furtif. Et ça aussi, c'est la particularité de la culture canadienne versus les officiers français qui vont venir avec les troupes de marine, c'est que les Canadiens se sont adaptés à cette méthode autochtone, alors de guerre, de conflit, de relations économiques aussi. Et puis, il y a aussi les prêtres, les jésuites. Oui, c'est ça, on en parlait en pas sur les martyrs jésuites. Mais je vais donner juste un exemple qui est très, très frappant. C'est le jésuite Pierre Millet, qui, lui, a été kidnappé en 1689 dans la même date, alors pas au même endroit. Et lui, il va être intégré chez les Oneiut. Alors, il va être sauvé, je vais faire très très court, mais il était déjà présent. Beaucoup de jésuites étaient des missionnaires catholiques. Ils avaient une mission dans plusieurs villages iroquoiens. Et chez les Oneiut, il va être protégé par des femmes qui font partie de clans importants, notamment le clan de la Tortue. Et il va devenir un sachem, donc un conseiller et un chef héréditaire. Il va être lui-même adopté. Il va reprendre un nom d'origine iroquoise. Et ça va lui permettre, lui, d'être un adopté et de rester sur place. Et là, on verra un peu plus tard son rôle, parce que ce jésuite-là, qui est devenu, entre guillemets, iroquois, va permettre à des Français captifs, à des Canadiens captifs, d'être intégrés et de survivre au sein des villages iroquois. Laurent, on arrive à la fin de la première partie de l'émission. Donc, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cet épisode de Notre Histoire en tête. Madame, je suis bien égaré. Donnez-moi l'hospitalité. Je suis un pauvre militaire qui connaît personne par ici. Soulagez donc un pauvre conscrit. Monsieur, portez votre corps plus loin. Nous n'avons plus d'appartement. Tout est plein dans notre chaumière. Portez votre parc au plus loin. Vous trouverez un logement. Mon doux monsieur, quand vous me parlez, ah, je crois que vous êtes mon enfant.
qui est parti, c'est pour la guerre, s'en est allé dans le fond du Nord. Ah, je crois bien là qu'il est mort. Madame, votre fils n'est pas mort. Ah, je crois qu'il existe encore. Je l'ai vu dans la Russie, il m'a donné de ses compliments. C'était pour vous voir en passant. Si vous avez connu mon fils, vous allez dormir dans son lit. Montez dans la plus haute chambre, portez votre sac par ici. Vous allez souper, mon ami. Ma mère, jetez-vous dans mes bras. Je suis votre fils Nicolas, qui vous a causé tant de peine. Je suis venu racheter vos pleurs et rapporter la croix d'honneur. Grand Dieu, que mon bonheur est grand d'avoir retrouvé mon enfant. Faut remercier l'être suprême de t'avoir si bien conservé. À la fureur des ennemis, à la fureur des ennemis, ennemis. On est de retour pour la seconde partie de cet épisode de Notre Histoire en tête qu'on enregistre depuis les locaux de la Société historique de Montréal sur la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal. On vient d'entendre à l'instant le retour du fils soldat par le groupe Trad, Le Vent du Nord. Laurent, c'est toi qui as choisi cette musique-là? Oui, tout à fait. Puis c'est un choix vraiment qui me touche, d'abord parce que Vent du Nord est un groupe québécois, folklorique, mais qui est aussi très en avant-garde. Juste pour situer, en fait, cette chanson est une chanson qui vient de la France et qui vient de l'époque napoléonienne, parce que c'est l'histoire réelle du fils qui revient de la campagne de Russie. D'ailleurs, à un moment donné, il le dit, nos ennemis en Russie. Alors, je ne fais pas d'apologie par rapport à aujourd'hui. Je veux simplement dire que ça marque aussi quelque chose d'important par rapport à ce qu'on parle, parce que là, on va parler de jeunes enfants qui ont grandi, qui vont rester en Iroquoisie. Mais il ne faut pas oublier non plus ceux qui ont été marqués par cette captivité et qui vont rentrer. Parce qu'il y en a qui vont rentrer quelques années plus tard. Et en fait, c'est une problématique que l'on connaît dans toutes les guerres, à commencer par celle que l'on vit en ce moment, alors, soit avec l'Ukraine et la Russie, soit par rapport à Gaza, c'est-à-dire le retour. Comment vivre et survivre au retour après avoir passé plus de 2-3 ans et même plus à vivre une autre vie dans des contextes et des conditions parfois difficiles, parfois pas. Et je trouvais intéressant la chanson parce qu'elle met bien en avant la tristesse d'une mère qui a perdu son fils et qui voit arriver un inconnu qu'elle ne reconnaît pas. Ah oui. Et au long de cette chanson, le fils se déclare. Et là où la mère en fait, découvre que son fils est vivant et il est revenu de ce désastre qu'on appelle la guerre. Dans la première partie de l'émission, avant qu'on se quitte pour justement cet intermède musical, on parlait donc du cas spécifique de Jeanne Garnier, qui, elle, n'est pas vraiment pas revenue. Mais ce que je crois comprendre, Laurent, en préparant l'émission, c'est qu'en fait, le cas Jeanne Garnier, c'est atypique, exceptionnel, c'est historique aussi. Pour quelle raison? Parce que Jeanne Garnier incarne véritablement une transformation
une mutation. Cette jeune fille de 6 ans va arriver dans une société... Alors, elle sort d'une société patriarcale, hein, la société en Nouvelle-France, même si les Canadiens avaient un peu plus de liberté que leurs cousins français de l'époque. Mais ils sont encadrés par l'autorité royale, par l'autorité religieuse. C'est une société très cadrée, hein, la Nouvelle-France. Et puis là, du jour au lendemain, se retrouve dans une société matrilinéaire, où c'est quand même les femmes qui ont en charge la gestion du groupe et du village, où le lignage de chacun donc, passe par la mère et la grand-mère. Donc c'est un univers, alors je ne veux pas dire un univers féminin, mais comme jeune fille, elle ne rentre pas dans un monde très dur, très patriarcal. Et puis elle est adoptée pour remplacer quelqu'un. Elle remplace un parent qui est mort, décédé, ou un ancêtre. Et c'est ça qui est intéressant parce que la jeune Jeanne Garnier, qui, à 6 ans, a quand même connu une culture canadienne de Nouvelle-France, va peu à peu connaître une mutation jusqu'à devenir une Haudenosaunee, une Iroquoienne, dans la culture, dans l'âme, au point qu'on le verra un peu plus, elle ne veut pas revenir ou elle ne revient pas en Nouvelle-France. Et c'est ça qui est important parce que dans l'adoption, il y a aussi la notion d'un nom. On va lui attribuer un nom. Alors, malheureusement, on ne le connaît pas. Il y a quand même une limite à ma recherche, c'est que je n'ai pas pu approfondir. Il aurait sans doute fallu creuser un peu plus des actes juridiques plus en détail. Donc, on n'a pas le détail de sa vie réelle, mais on sait par contre que si elle s'est mariée à la sauvage, elle n'a pas été mariée de force. On verra que l'union libre chez les Autochtones n'a rien à voir avec les mariages religieux qu'il y a en Nouvelle-France. Et cette attribution d'une nouvelle parenté, c'est lié à un remplacement, comme je le disais, parce qu'un ancêtre ou un parent décédé, bien, tout de suite, la famille clanique qui l'accueille, l'adopte, et même, ça va plus loin, c'est qu'elle est aimée, elle est intégrée. C'est-à-dire un véritable membre. Hein, c'est tout ça. À fait. Ouais. Cette nouvelle identité, elle est absorbée. Et elle se trouve à l'opposé de la parenté française, où les filles prenaient le nom de leur père par le lignage, et puis aussi, elles n'avaient pas un droit de parole, même si les Canadiens avaient aussi un peu plus de liberté que leurs concitoyennes françaises de l'époque. Malgré tout, ce n'est pas la même chose que cette liberté qui existe dans la culture autochtone, notamment la culture iroquoienne. Puis, très vite, cette captivité se transforme dans cette intégration reconnue, aimée. Donc, c'est une enfant qui va sans doute connaître une vie facile, alors, entre guillemets, hein, on s'entend, parce que vivre pour l'époque, ce n'était pas une vie facile, mais elle n'est pas esclave, elle n'est pas maltraitée. C'est ça que je veux dire. Une vie heureuse. Voilà, une vie intégrée avec dans un système matrilinéaire. C'est-à-dire que les femmes vont vraiment prendre en charge cet enfant qui va grandir au sein de cette société. C'est ça l'aspect exceptionnel. Hein? Oui, puis il y a un autre aussi aspect. C'est que, inversement, là, c'est très côté technique historien, il faut que je me mette un petit peu de cirage sur les godasses. On aime ça, les archives. Mais c'est quand même que dans les archives juridiques de Montréal, je n'aurais pas, moi personnellement, et j'ai fait quand même quelques conversations avec d'autres historiens pour savoir, parce que on n'est jamais créateur et inventeur net. Il y a forcément quelqu'un qui passe avant nous. Mais à la connaissance de plusieurs, eh bien, on n'a pas trouvé, on n'avait jamais vu ça, cet aspect juridique de ces filles captives. C'est ça, notamment dimension successorale, ouais. Tout à fait. Puis de voir que cette notion de droit juridique de succession, plusieurs années après, a une valeur. Puis en 1706, c'est une période de paix. La Nouvelle-France n'est pas en guerre, en tout cas pas avec les Autochtones. C'est l'intendant Rondeau qui gère l'administration juridique et administrative de Montréal. Et en fait, on voit aussi que on préserve le droit français de l'époque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas effacée de sa succession. Tant qu'on n'a pas la preuve qu'elle est morte, elle n'est pas exclue de son droit acquis. C'est-à-dire qu'elle est la fille de Julien Garnier, parce que tout tourne autour de ça. Et comme fille de Julien Garnier, même si elle est en Iroquoisie, on considère, comme elle n'est pas décédée, que son droit est toujours présent. Pour qu'elle puisse jouir potentiellement de ses biens. Oui.
Il y a une requête adressée à Rodot, d'ailleurs, qui nous renseigne là-dessus. Qu'est-ce que c'était? Ça, c'est un petit élément. Dans les archives, des fois, c'est des petits trucs qui nous renseignent beaucoup. Alors, en fait, c'est ça. La requête notariée a été faite par Jean Rochon, qui est l'époux et le représentant donc de Geneviève dont on vient de parler. C'est la sœur de Jeanne, qui elle était restée. Et c'est ça qui est intéressant. Tu me posais la question, qu'est-ce qu'une requête notariée? Bien, en fait, une requête notariée en période de Nouvelle-France, c'est un document ou une demande officielle qui est rédigée par un notaire ou un officier public assermenté à l'époque, qui permettait d'authentifier, de certifier que le requérant, en l'occurrence ici, c'est Jean Rocheron, qui envoie donc son document à Montréal, eh ben, en fait, ça vérifie son identité et le notaire, en assignant son sceau sur le document, c'est une preuve juridique solide en cas de litige. Et ça fait partie de l'historique du notariat français qui a fortement influencé le système juridique en Nouvelle-France. C'est-à-dire que c'est un droit véritablement acquis qui vient du système français et qui est en Nouvelle-France légal et utilisé. Dans le cas de Jeanne Garnier, la requête mentionne un fait intéressant et c'est ça qui est particulier parce que cette petite mention empêche le transfert de tous les biens à Jean Rocheron. À la lecture de l'archive, on lit que certains bruits qui courent que Jeanne Garnier, aussi fille du dit Julien Garnier, qui avoua été prise avec son père par les Iroquois et menée en leur pays, ce roi encore vivante au dit pays, où l'on dit même qu'elle se seroit mariée et vive roi à la façon des sauvages. Quelques personnes voudroient en se pécher le suppléant, donc Jean Rocheron, de jouir de toute la succession du dit Julien Garnier. Ah oui, c'est intriguant. Oui. Et cette requête notariée... Oui, dans le fond, elle nous apprend qu'elle ne veut pas revenir, quoi. On ne sait pas exactement. En fait, elle nous apprend que, le Jean Rocheron ne peut pas demander l'ensemble du droit à la succession parce que, justement, il y a des gens de Lachenay, et c'est ça qui est intéressant dans tout le document, c'est qu'on voit qu'il y a des habitants de Lachenay et qui, à mon avis, sont toujours au courant. Puis d'ailleurs, à Lachenay, il y avait, c'était principalement des gens agriculteurs, mais il y avait quand même quelques coureurs de bois et voyageurs. Et il n'est pas impossible, surtout en 1706, que certains voyageurs voyageant ont passé et ont eu l'information. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que Jeanne, qui a été kidnappée à 6 ans, on l'a dit, est devenue une jeune femme qui est âgée de 23 ans en 1706. C'est ça, oui, le temps a passé. Et elle a passé 17 ans dans sa famille. Elle connaît que ça, en fait. Elle a vécu, elle est devenue Hodenosaunee, elle est devenue iroquoienne. Et c'est ce que souligne le document. Un mariage à la sauvage. Elle vive roi à la façon des sauvages. Et ce qui indique que ça veut dire quoi, en fait? Est-ce qu'on sait? En faisant, j'ai fait une petite recherche, c'est qu'à la sauvage, là, ça sous-entend que c'est une union libre qui était contractée dans la culture autochtone de l'époque. Il n'y avait pas de durée, c'était une durée indéterminée. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement au mariage très religieux, très catholique qu'on faisait en Nouvelle-France, donc c'était jusqu'au trépas des époux. Dans la culture iroquoienne, le mariage n'obligeait pas les gens, ils pouvaient se séparer. Avec des motifs, bien sûr. Puis, ce n'était pas non plus des mariages olé-olé. Parce qu'il y a aussi cette légende que le mariage à la sauvage sous-entendait que certaines femmes autochtones se mariaient pour suivre certains chasseurs coureurs de bois ou autochtones durant un temps de chasse. Donc, c'est ce qu'on appelait la femme de chasse. Et là, on est sur un autre monde, là. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas. D'ailleurs, c'était donnant-donnant. En fait, c'était une forme de contrat de travail, d'entretien entre les deux. La sexualité venait si les deux partenaires étaient d'accord, mais ce n'était pas une imposition. On ne parle pas de prostitution non plus. Mais dans le cas du mariage à la sauvage, c'est un mariage relié et lié au respect des coutumes iroquoiennes matrilinéaires. Et il ne faut pas oublier que la femme mariée conservait beaucoup de droits et en cas de séparation, si elle avait des enfants, c'est elle qui en avait la gestion, c'est sa famille côté familial. Est-ce que Rodot va répondre à
à la requête qui lui est adressée? Alors, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a donc la requête qui a été versée, qui indique, et ça, je pense que c'est l'effet notarial français qui indique véritablement qu'il y a des gens qui ont sous-entendu que Jeanne Garnier est encore vivante, et l'ordonnance de l'intendant qui répond à ça, donc l'intendant Rondeau, donne droit à Jean Rochon de prendre possession des biens de son défunt beau-père Julien Garnier, à la condition importante, et ça, c'est un point historique, d'en remettre la moitié à Jeanne Garnier au cas où elle revient de sa captivité, et là c'est, je cite, « pour vivre en pays des François ». Ah oui, donc si elle revient, elle a le droit d'avoir à quelque chose. Voilà, et elle récupère la moitié des biens. Ah oui. Et à ta connaissance sur le sujet, Laurent, est-ce qu'on a trouvé d'autres cas semblables à celui de Jeanne Garnier? Alors, je n'ai pas trouvé dans les En matière documents... de jeune femme, mettons. Là. Oui, tout à fait. En fait, par rapport à d'autres cas de captivité canadienne déclarés, dont certains que j'ai retrouvés pour la Chine, et on va en parler plus tard, j'ai pas trouvé d'autres mariages à la façon autochtone dans les sources juridiques en Nouvelle-France. D'accord. Puis, dans les différentes lectures que j'ai, on parle surtout des hommes canadiens qui se marient avec des femmes ou qui font alliance avec des femmes autochtones. Ça, c'est connu. Des officiers français, des militaires français. Il y a beaucoup de mariages mais qui vont métisser. Mais dans le cas de femmes avec des autochtones, c'est un des cas rares que j'ai vu avec Jeanne Garnier. Par contre, ce qui est très intéressant, et là c'est un petit parallèle mais qui se rejoint, on parle d'union libre. Dans la recherche que j'ai faite justement sur Jacques Garnier, Lachenay et puis les survivants de la Chine, j'ai trouvé un cas particulier de captivité où 2 captifs canadiens, donc une femme canadienne et un homme canadien, ont vécu en union libre. Parmi une communauté iroquoienne? Oui. Ah ouais. Et je vais te citer le cas de Barbe Perrin, qui est capturée avec ses 2 jeunes enfants et son mari, qui s'appelait René Huguet, lors du raid de la Chine de 1689, pardon. Et son mari va mourir en 1691. Donc, Barbe Perrin, à 25 ans, va se retrouver veuve et elle va rester 5 ans en captivité chez les Onéyoutes, où elle va vivre en union libre avec un certain Thierry Pierre Lorrain, et qui est un autre captif français, mais qui, lui, est marié encore en Nouvelle-France. Ça se complique. Quand on parle d'union libre, là, on est dedans. Là, oui. Et ce qui est très intéressant, alors c'est plusieurs sources qui ont donné l'information, c'est que Barbe Perrin va donner naissance en captivité à une autre petite fille, Marianne, qui est née le 1er novembre 1692, naissance qui vient de son concubinage hors mariage religieux. Et 2 ans plus tard, Barbe est à nouveau enceinte de Lorrain, et c'est à ce moment-là qu'elle va être libérée durant l'été 1694, parce qu'il y a eu des échanges de prisonniers organisés par Frontenac, je ne rentre pas dans les détails. Puis, c'est là où c'est intéressant. Disons que elle revient en Nouvelle-France, elle revient à Montréal, elle laisse sa première fille, qui s'appelait Anne-Françoise Huguet, qui était de son premier lit avec René Huguet, qui est décédé, parce que Anne-Françoise, qui a été capturée très jeune, comme Jeanne Garnier, elle a été adoptée par une famille Onéyoute et elle ne rentre pas. Elle a choisi de rester, c'est ça? En fait, je ne sais pas si elle a choisi, mais elle est restée. Ce qui est intéressant pour Barbe Perrin, c'est qu'elle va revenir à Montréal, maman d'une petite fille, mais elle est aussi enceinte donc de son compagnon de captivité Lorrain, qui lui l'abandonne pour rejoindre sa première femme légitime à la Chine. Ah ouais. Et là, on parle vraiment d'union libre, parce que là, c'est des enfants qui ont été conçus hors mariage légal selon la religion catholique chrétienne de Nouvelle-France. Alors, ce qui est intéressant pour Barbe Perrin, quand on suit son cheminement, c'est qu'elle va se remarier avec un certain Jacques Larrivé, après sa libération. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Barbe Perrin va faire une requête, elle aussi notariée, pour obtenir un inventaire des biens et des effets qu'elle a eu en commun avec son mari, mais notamment par rapport à sa fille, Anne-Françoise Huguet, et elle défend ses intérêts, donc les intérêts de sa fille, qui, durant les temps où elle est esclave chez les Iroquois. C'est-à-dire que le terme que je viens de dire sort directement de la requête notariée. C'est-à-dire que Barbe Perrin, avec son 3e mari ou son 3e amant, défend quand même les droits de succession
de sa fille qui, elle, est restée Ah adoptée chez les Oneyout. Alors, je n'ai pas d'autres informations, mais Anne-Françoise ne semble pas être revenue, elle aussi, en Nouvelle-France. Il y a, par contre, autre chose qui va se dérouler. Je trouve ça intéressant parce que, à travers Jeanne Garnier, puis, je dirais, les autres captifs et adoptés, on trouve quand même une vie de ces personnes qui ont vécu en captivité du côté des Canadiens. Je vais te donner un autre exemple. Ouais. Il y a Jeanne Pilette, qui a été capturée à la Chenay, donc durant le même raid que Jeanne Garnier, en 1689. Elle avait ses 2 enfants avec elle et son mari qui s'appelait François Étier. Alors lui, il a été mis à mort, il est décédé, on ne rentre pas dans les détails. Donc en 1692, cette jeune veuve se remarie avec elle un survivant de la Chine qui s'appelait Mathieu Perrin, dit Garao ou Garo, et qui lui est un coureur de bois, un voyageur, et je l'ai retrouvé dans des contrats. Ah oui. Et c'est une cérémonie qui là est organisée par le fameux jésuite, le Père Millet. Le Père Millet, ah oui. Et c'est une cérémonie qui se déroule chez les Oneyout. Donc là, c'est sa mission jésuite qui fait un premier mariage, entre guillemets, entre donc la jeune veuve et Mathieu Perrin. Et ce couple-là, lors de leur libération qui va se dérouler au tournant de 1694, avec dans le même sens que Barbe Perrin, là, eux, ils vont faire la cérémonie de mariage qui va être célébrée à la Chine par le même jésuite qui lui-même avait été libéré dans la chapelle. Donc là, tu as un autre cas très précis. Ce qui est très particulier, c'est que un couple se forme en captivité, vont se marier là devant le prêtre, et une fois libérés, eux vont véritablement régulariser la situation à l'église, à la Chine. Le cas de Barbe Perrin, c'est un peu à l'inverse. C'est une veuve qui rencontre un monsieur marié, patati patapo, il y a des enfants qui naissent, mais elle se retrouve toute seule avec ses enfants. C'est ça, ouais. Elle est un petit peu bide l'écart et abandonnée, elle se remarie, mais elle défend toujours les droits de sa fille, qui est toujours adoptée chez les Iroquois. Laurent, tu me parlais de Anne-Françoise Huguet. Est-ce qu'il y a d'autres cas à la Chine? Oui, et en fait, c'est à partir de Jeanne Garnier, c'est ça qui a été... J'ai ouvert mes recherches sur d'autres documents notariés de la juridiction de Montréal, puis là, j'ai ciblé la Chine, je me suis dit, peut-être que j'ai trouvé d'autres cas. Et c'est effectivement le cas. Il y a d'autres cas de fillettes. Je vais donner l'exemple de 2 sœurs, les sœurs Barbarie, qui ont été enlevées à la Chine durant le raid de 1689. Marie-Françoise, qui était âgée de 8 ans, et Marguerite, de 2 mois. Ah oui. Elles sont séparées de leur famille et adoptées donc dans les mêmes conditions que Jeanne Garnier par une famille iroquoise. Alors, malheureusement, la nation directe n'est pas mentionnée dans les documents, mais comme Jeanne, elles apparaissent plus tard dans une ordonnance de l'intendant Rondeau. Là, on est le 14 juin 1707 pour confirmer que les 2 femmes, maintenant âgées de 26 ans et 18 ans, sont toujours considérées comme captives, mais vivantes. Or, il y a une ordonnance qui concerne également leur frère, qui avait été enlevé et qui est revenu, lui, après la Grande Paix de 1701, où il demande dans le droit de succession par rapport à leurs parents qui sont décédés. Et l'ordonnance fait mention que le petit garçon, alors qui est devenu un homme, ayant été pris par les 10 Iroquois et emmenés chez eux, 2 de ses sœurs qui y furent emmenées aussi et qui sont encore présentement. 10 ans après cette libération, Pierre Barbarie, donc c'est le nom de ce jeune garçon qui est devenu un adulte, a procédé justement à une demande de succession. Et on voit qu'il y a un document notarié avec une ordonnance qui date du 17 juin 1707, où les droits de Marie-Françoise et de Marguerite Barbarie sont évoqués dans un règlement de cette succession. Et ici encore, l'intendant Rondeau rappelle les droits des 2 jeunes femmes absentes de la Nouvelle-France lors de la vente d'une habitation qui appartenait à leurs parents décédés, car dans une partie du document, on voit « en doit revenir audit Marie-Françoise et Marguerite Barbarie et en conséquence, ordonnons que le dit Jam, alors c'est le mari d'une autre sœur, présent prendra pour la portion qu'il a dans leur succession le tiers de l'habitation pour les redonner aux sœurs. » Et la juridiction de Montréal tient compte de la situation des jeunes femmes, car il est marqué « attendu qu'il n'y a point d'espérance qu'elles ne reviennent jamais dans ce pays ». Ce qui sous-entend que, en tenant compte qu'on pense peut-être qu'elles ne vont pas revenir, et pas par décès, mais parce qu'elles sont vraiment intégrées à la culture iroquoienne de Haudenosaunee, mais légalement,
elles sont toujours présentes dans le droit de succession et il y a une part qui leur est réservée. Puis mon cher Mathieu, je vais résumer et finir ça par... Oui, parce qu'on arrive en fin d'émission. On arrive en fin d'émission très rapidement. C'est parce qu'en 1752, l'ingénieur militaire Louis Franquet, donc on est vraiment beaucoup plus tard, qui faisait des inspections et qui a fait d'ailleurs un mémoire qui s'appelle « Le voyage de mémoire sur le Canada », eh bien, il cite quelque chose de très intéressant en parlant de la Chine. Il a entendu parler, on lui a raconté l'histoire d'une femme vivante chez les Iroquois, alors chez les Iroquoiens, et qui avait été enlevée durant le fameux raid de la Chine en 5 août 1689. Et en fait, il écrit « Elle était une petite fille au berceau, dont on m'a raconté l'habitation, on m'a montré l'habitation des pères et de la mère qui est toi des gens riches. Environ 30 ans plus tard, des Français ayant paru chez ces nations barbares, donc Iroquois, on s'entend, ils la leur montrèrent, sa couleur indiquait bien qu'elle était étrangère et sur le rapport qu'on leur en fit, de l'endroit où elle avait été prise, donc la Chine. Jamais elle ne voulut consentir à les rejoindre, quoique invitée par les sauvages, à revenir donc en Nouvelle-France, et on prétend qu'elle y vit encore en 1752. Incroyable. Donc, il y a plusieurs cas d'enfants, notamment des jeunes filles, c'est surtout au niveau féminin, qui restent et qui ont été adoptées et qui se sont intégrées. Ça a presque duré jusqu'à la fin du régime français. Oui, et qui ont décidé, par leur culture, leur intégration, leur assimilation, de ne pas revenir en Nouvelle-France. Écoute, Laurent, malheureusement, on arrive vraiment à la fin de cet épisode de notre histoire en tête. Donc, merci beaucoup, Laurent, pour ta générosité et tes talents de vulgarisateur et d'avoir débroussaillé ce sujet qu'on n'avait pas couvert jusqu'à présent, qui est très intéressant. Ben, donc, tu reviens quand tu veux, on pourra faire une deuxième partie. On en reparlera. Avant qu'on se laisse, je m'en voudrais de ne pas remercier le toujours excellent Antonin Wyss à la prise de son et au montage de nos émissions. Et merci à vous toutes et tous, auditrices et auditeurs de la Société historique de Montréal, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de notre histoire en tête. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet « Émissions de radio » ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.